Merci mon cher président, merci mon cher Marcel. Je vais d'abord quelques remerciements parce que c'est important. Mes remerciements les plus vifs et les plus sincères à notre laboratoire Droit et Changement Social qui nous fait entièrement confiance et à son directeur Gaëtan Clicnois pour son soutien matériel et financier. Rien ne serait possible sans ce laboratoire. C'est une chance d'avoir une UMR CNRS à Nantes. Un grand merci aussi à nos doctorants. Et à l'association des historiens du droit, qui font vivre en grande partie l'histoire du droit ici, qui vont même plus vite maintenant que les directeurs de thèse dans l'organisation de manifestations. C'est très bien, on voit que le relais est en train d'être passé. Un grand merci à vous, vous êtes l'avenir. Évidemment, merci, mais ça, tu t'en doutes, mon cher Marcel, un immense merci à toi d'avoir accepté le principe de cette journée qu'on veut sympathique et libre, faite d'échanges. Et donc merci à mes amis et collègues d'avoir accepté de jouer le jeu et d'être ici présents. C'est assez émouvant puisque ce sont plusieurs générations, plusieurs moments en fait dans nos carrières, des rencontres, parce que l'université ce sont aussi des rencontres, il y a un facteur humain, Dieu merci. À l'université, on n'est pas encore complètement envahi par le management. Et puis enfin, je voudrais excuser, parce que je remplace, donc mon intervention va être très légère, vous allez voir. Je remplace au pied levé Sébastien Le Gall, qui devait venir, puisque c'était pour représenter les agrégés de 2015. J'ai eu la chance de siéger dans le jury présidé par Marcel Morabito. Et Sébastien Le Gall se faisait une joie de venir et de participer à ce colloque. Il est empêché pour des raisons personnelles. Et je tiens à nous lui témoignons tous ici, évidemment, notre grande estime d'abord, mais surtout notre profonde amitié. Bon, et j'ai donc la lourde charge de le remplacer dans une intervention qui sera très brève, vous allez le voir, parce qu'elle tient en 2 points très simples. La question de l'historiographie, enfin la question de l'histoire du droit, et puis la question du césarisme, précisément, puisqu'on vient d'en parler, vous savez que c'est une marotte, le modèle napoléonien. Bon, l'actualité, malheureusement, montre que c'était un vrai sujet d'étude il y a 20 ans. Bien. Alors cette journée, vous savez, elle s'inscrit à la suite d'autres journées d'études. Hein. Xavier en a parlé ce matin. On a reçu notamment Michael Stolais. C'était très important pour savoir ce qu'est l'histoire du droit public, en fait, puisqu'il est le seul à avoir écrit une histoire du droit public en Allemagne, et il s'étonnait qu'il n'y ait pas l'équivalent en France, que les historiens du droit, en quelque sorte, aient failli, et qu'il n'ait pas osé rédiger une histoire globale de l'histoire du droit public en France. Et donc, on essaye d'y remédier, de pallier à ce défaut, en organisant notamment ces journées d'études autour de grand spécialiste de l'histoire du droit public du 19e. Bon. Et l'intérêt de la présence de Marcel Morabito, c'est double aujourd'hui. D'abord, le premier intérêt de cette présence, c'est de nous interroger précisément sur la façon dont on pratique cette discipline qu'on appelle l'histoire du droit. Or, la question n'est pas vaine, puisque depuis 25 ans que je suis professeur déjà, les juristes, les politistes, les historiens, les sociologues, les anthropologues me demandent toujours ce que c'est. Je leur dis, je suis historien du droit, alors j'annonce immédiatement, nous ne sommes que 115 professeurs et 250 mètres de conférence, donc ne vous inquiétez pas, mais on me demande toujours ce qu'est ma discipline. Voilà. Et il est extrêmement difficile, évidemment, d'y répondre. Et bien précisément, l'intérêt de notre discipline, et c'est le second intérêt de la présence de Marcel ici, c'est de nous interroger sur le droit, ou plus précisément d'interroger le droit. Bon, et c'est ce que résumait la formule de Savigny, puisqu'on parle d'histoire du droit, il n'y a de science juridique qu'à la condition de l'histoire du droit. Maintenant, c'est ça que je réponds. Quand on me demande ce que je fais, je leur dis, il y a une science juridique qu'à la condition de l'histoire du droit, donc ne touchez pas à nos disciplines dans les maquettes. Bon, en effet, comme le rappelle Marcel Morabito, et je te cite, hein, dès la première page de son manuel, l'histoire du droit n'est pas contemplative. Ça, c'est essentiel. Elle a longtemps été antiquaire. Voilà. Or, elle n'est pas antiquaire, l'histoire du droit. Elle ne tient pas un discours sur les formes révolues. C'est faux. On ne pourra jamais savoir ce qu'est une forme révolue. Elle est génétique, donc, comme le disait d'ailleurs Pierre Legendre lui-même dans son histoire de l'administration, et elle est explicative, surtout. Donc, l'histoire constitutionnelle vise à dévoiler ce que la Constitution, notamment de 1958, moi c'est tout l'intérêt de ton manuel, doit aux héritages très contradictoires de 1789, de 1799 et du moment parlementaire initié avec la Restauration. Or, seule l'histoire du droit pour raconter le droit constitutionnel comme problème à résoudre. Donc j'espère que cet après-midi, au Conseil constitutionnel, ils sont en train de réviser fiévreusement l'histoire du droit constitutionnel, parce qu'il y a une interprétation à livrer de la Constitution de 58, tout à l'heure. Voilà. Donc je suis très heureux en plus que cette journée ait lieu aujourd'hui, parce que je crois que ça souligne l'importance, parce qu'on parle de la pratique, tu parlais du droit et de la pratique, mais là, au moment de la pratique,
pour interpréter, pour être un bon herméneute, il faut avoir la connaissance. Voilà. L'histoire n'est jamais une vérité, le droit n'est pas une vérité. On passe son temps à interpréter un message, qui est la lettre écrite. Voilà. C'est aussi bête que ça de faire de l'histoire du droit. Et donc, comme toi tu l'es, je pense, et comme j'ai été formé ou déformé, notamment par ta science et notamment cet ouvrage, parce que moi aussi j'ai grandi dans le bicentenaire, mon intervention va être donc militante. Parce qu'il faut assumer les choses. Je vais militer académiquement dans un premier temps, en parlant de l'histoire du droit, et puis je vais militer politiquement, parce que la neutralité en droit constitutionnel n'existe pas. J'aime beaucoup Michel Tropper, mais je n'y crois pas. Enfin, je ne crois pas en cette vision éthérée et pure du droit. Bon, en effet, vivant dans la cité, le professeur de droit ne fait pas de droit public de façon neutre, ou lorsqu'il croit qu'il en fait, il est complètement dupe, en fait. Il ne peut pas délivrer une vérité du droit, il n'y a pas de vérité au droit. Le droit ne tombe pas sur une table comme mon téléphone. Le droit public n'est qu'un jeu d'interprétation, donc nous sommes tous des herméneutes. Ce qui suppose qu'on situe le droit constitutionnel par rapport à un droit politique, puisque le droit constitutionnel est pour moi le droit politique par excellence. Bon. Or, politique, je n'étonnerai, je pense, aucun de vous en déclarant qu'après la lecture de l'ouvrage de Marcel Morabito, on est convaincu d'une chose, c'est que Marcel Morabito n'est ni royaliste contre-révolutionnaire, ni un bonapartiste tenté par le monocratisme. Bon. Alors non pas qu'il faille disqualifier le droit constitutionnel ultra-royaliste, qui est passionnant. Chateaubriand est un homme délicieux, enfin très intéressant à lire. Cabanis et son essai de 1799 qui fait l'apologie de la Constitution de l'an 8, c'est un excellent ouvrage où il explique qu'en fait cette Constitution résout vraiment le problème de la représentation à un seul homme, etc. C'est très intelligent. Bon, il faut même les prendre très au sérieux, donc c'est contre-révolutionnaire. Bon, mais il faut... Où en étais-je dans mon... Voilà, tu n'es donc ni d'ultra-royaliste ni bonapartiste, mais précisément, si ton manuel est important et engagé en fait politiquement, ce que j'appelle le militantisme, c'est que cet ouvrage, il raconte de façon très didactique ce qu'est l'avènement de la démocratie. D'où le bloc révolutionnaire 1789-1799. Et donc moi j'ai toujours adoré ce manuel parce que comme le dit Mona Ozouf, c'est retourner à l'école de la Révolution. Voilà. Et donc c'est comprendre ce qu'est 1789 comme promesse d'un régime démocratique. Or 1789 a-t-il accompli toute sa promesse au regard notamment d'une forme de contre-modèle qui pour moi est une contre-révolution, le modèle napoléonien. Et malheureusement notre droit constitutionnel est tiraillé dans la même boussole entre deux pôles contraires, le pôle révolutionnaire et le pôle, ce que j'appelle le pôle napoléonien. Et on n'arrive pas à résoudre, en fait, à mon avis, cette contradiction. Et je crois que la tradition parlementaire pèse moins lourd que cette lutte féroce entre la prééminence du législatif et la prééminence de l'exécutif. Et ça, tu l'expliques très bien. Et en plus, c'est très didactique pour les étudiants. Alors d'abord, la place de l'ouvrage dans le renouvellement de l'histoire du droit. Alors, c'est important. Cet ouvrage, il marque une date. À mon avis, je le dis pour les jeunes historiens de droit, il marque, parce que vous n'en avez peut-être pas conscience, il marque une date dans le renouvellement de l'histoire du droit. Il faut voir d'où elle vient, l'histoire du droit. L'histoire du droit, elle a toujours eu un mal de chien à s'imposer dans les facultés de droit et, en plus, en dehors des facultés de droit. Bon. Alors, pourquoi ? Pour ce qui concerne la faible place de l'histoire du droit au sein des facultés de droit, il y a plusieurs facteurs. Le premier, précisément, tient à l'autoritarisme napoléonien, assez peu enclin à ce que les juristes interrogent l'objet de leur science. Et c'est comme si le sujet était tabou en France. On en parle souvent avec Arnaud Leclerc. Les universités sont supprimées en 1793. Alors, elles étaient dans un état de mort cérébrale, hein, les universités, les 23 universités d'Ancien Régime, et elles ne seront reconstituées, les universités, que par la loi républicaine d'avril 1896, qui est une première fois rejetée par le Sénat d'ailleurs, hein, en 1994. La première loi recréant les universités est rejetée parce qu'on veut rester dans le système facultaire de l'université impériale. Bon, Bonaparte, il voulait d'abord, vous le savez, des écoles professionnelles, et donc il ne va recréer que les écoles de droit en 1804, dont on sait très bien que les programmes sont imposés et où tout esprit critique est banni. Il était interdit de livrer une analyse personnelle du droit dans ces programmes. Et en 1806, il rebaptise les écoles de droit facultés, les 4 grandes facultés, dont celle de droit, au sein d'un ensemble imposant que personne n'a jamais étudié en histoire du droit, ce qu'on appelle l'université impériale.
Et pourtant, un morceau d'histoire de l'administration magnifique. Bon. Or, l'université impériale, c'est les tout petits, hein, c'est jusqu'aux salles d'asile, c'est-à-dire l'équivalent de la maternelle aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, l'université, c'est-à-dire les facultés. On administre le social. Et comme on administre le social, on va administrer aussi l'instruction, quoique cette instruction soit faible intellectuellement. Bon. Or, cette histoire, elle reste à faire. Pourquoi? Parce que cette histoire, elle nous dérange, en vérité. Cette histoire, on l'a refoulée, parce que la France de Condorcet, qui proclame la liberté de l'instruction et de l'instruction libre, gratuite pour tous, eh ben, ça aboutit 10 ans plus tard à un général corse qui décide d'administrer nos libertés et de nous imposer une façon de penser, parce que la société est réputée dangereuse. Voilà. Donc on est passé d'un univers à l'autre en l'espace seulement de 10 ans. Donc il n'y a d'université en France que le nom. Bon. Les facultés de droit forment des professionnels, et l'histoire du droit y occuperait une place très dangereuse. Et donc elle est même chassée, l'histoire du droit, des facultés de droit, la Thémis, hein, les premiers historiens du droit sont des outlaws, hein, ils n'ont pas le droit de rentrer dans l'université impériale, et puis de toute façon l'histoire du droit est l'ennemi de Napoléon, puisque Savigny et l'histoire du droit se constituent contre la codification napoléonienne qu'il veut imposer à l'Allemagne lors des invasions. Voilà. Tous les historiens du droit devraient se rappeler qu'ils sont anti-bonapartistes. Et qu'ils sont persuadés qu'on ne peut pas imposer le droit par voie d'autorité. Ce que souhaitait Napoléon Bonaparte, en faire le Code civil, dont je reparlerai en conclusion. Donc c'est ce qui fait la première difficulté de l'histoire du droit. Face au modèle napoléonien, l'histoire du droit qui cultive un esprit critique ne peut pas vivre. Bon. Donc tout ce qu'on nous impose d'autorité à l'université, parce qu'il y a des accents aujourd'hui, ne peut rencontrer que l'esprit critique, évidemment, des historiens du droit. Bon. Deuxième difficulté pour l'histoire du droit, c'est que quand elle est reconnue académiquement, là on va venir vraiment plus au manuel, dans les années 1880-90, elle n'arrive pas à trouver sa place. François en parlait ce matin, parce qu'elle présente un double défaut sur lequel nous avait alerté notamment Édouard Laboulé, un des premiers et meilleurs historiens du droit. D'abord parce que, on l'a dit, elle refuse de franchir le cap de 1789. Mais pourquoi est-ce qu'elle refuse de franchir le cap de 1789? Parce que, ce que tu disais, les professeurs de droit privé et les professeurs de droit public occupent déjà le terrain. Et qu'ils sont là en plus depuis un siècle. Donc les jeunes historiens du droit n'y arrivent pas. Bon. Et puis d'autre part, il y a une raison, et il ne faut plus la cacher, parce que maintenant c'est de l'histoire ancienne, l'histoire du droit en tant que corporation, parce qu'il y a une agrégation, donc il y a un corps, elle a été longtemps républicaine, enfin longtemps, elle a été, la première génération a été républicaine en gros, c'est Esmin notamment, on ne peut pas faire moins républicain que Esmin, elle a cédé sa place, notamment après la Première Guerre mondiale, à une génération contre-révolutionnaire, hein, il faut le dire, dont les œuvres d'Olivier Martin en droit public, qui est contre-révolutionnaire, évidemment, c'est brillant ce qu'il écrit Olivier Martin. Paul Ourliac en droit privé, c'est brillant, mais c'est contre-révolutionnaire, évidemment, témoigne. Et donc l'histoire du droit, pour ces deux raisons, a eu tendance à perdre sa vocation explicative du présent pour se réfugier dans un âge d'or monarchique complètement fantasmé, qui n'a rien à voir avec la vraie monarchie que les historiens du droit ont redécouvert depuis. C'est la monarchie fantasmée par Maurras, en fait, qui prête à sourire si Maurras n'avait pas écrit un roi ou dictateur, ce fameux texte qui est épouvantable. Bon. Et il va en résulter donc que très longtemps, l'histoire du droit public après 89, c'est une terre complètement inexplorée. Bon. Les historiens du droit renoncent à comprendre la modernité politique, qui est, et ce n'est pourtant pas rien, je l'ai dit il y a un instant, l'avènement de la démocratie. Et donc longtemps, il n'existe dans le champ de l'histoire du droit qu'une histoire des institutions depuis 1789 et qui accuse son âge. C'est le manuel de Gérard Sautel et puis c'est le manuel qu'on a cité ce matin de Malafosse qui était donc dans cette collection. Quant à l'histoire constitutionnelle ou politique, on ne sait pas ce que c'est qu'instituer en 19e siècle. Pourquoi une histoire des institutions? C'est jamais problématisé en introduction de ces manuels. Gérard Sautel s'en explique pas. Quant à l'histoire constitutionnelle, elle est essentiellement le fait d'historien des lettres. C'est par exemple l'ouvrage de Jacques Gauchot qui a longtemps été la référence pour les apprentis de l'histoire du droit post-révolutionnaire. Or, l'analyse des constitutions y est pour le moins assez succincte, faute de prendre au sérieux notamment les catégories lourdes du droit constitutionnel, à commencer par exemple par la souveraineté, son origine, sa signification, les manifestations concrètes de sa puissance. Bon. Par ailleurs, Jacques Gauchot ne manifestait aucun esprit critique à l'égard du moment 1789, 1799 ou 1804. En témoigne son manuel d'histoire des institutions de la Révolution et de l'Empire. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec ce manuel. Histoire des institutions de la Révolution et de l'Empire, où deux régimes pourtant complètement antinomiques qui sont donc traités
comme si l'un devait naturellement succéder à l'autre, c'est-à-dire le consulat sauve la République, la Révolution, pardon, je vais y venir. Bon. Or, c'est parce que ton manuel rompt précisément avec cette histoire du droit daté qu'il va rencontrer un succès éditorial mérité, parce que les étudiants, c'est ce qu'ils veulent lire. Ils ne veulent plus lire de l'histoire des institutions, et que ce manuel contribue à renouveler cette curieuse science qu'on appelle l'histoire du droit. Pour des raisons qui sont très bêtes. Premier constat, justement, ça n'est pas une histoire des institutions. Deuxième constat, la date de 1789, on brise un tabou, figure sur la couverture. En 1991, première édition, c'était pas gagné. De faire figurer, on était hérétique hein, quand on faisait du droit après 1789. Ce qui veut dire, et là on va plus au fond, ce qui veut dire c'est qu'il s'est bien passé quelque chose en 1789. Ah bon? À savoir une révolution du droit public. Non mais il est bon de le rappeler. Parce qu'on nous le reprochait un peu, ou alors on était marxiste, même si on n'avait pas lu Marx. C'est ce qui est grave. Et bon, troisième constat, et on l'a souligné ce matin, on va continuer à le souligner, c'est que l'ouvrage prend très au sérieux les constitutions. À commencer par le moment inaugural. Et le moment, tu le disais ce matin, à relire l'Assemblée constituante, le moment inaugural, c'est 1789, 1791. Tout se joue ici. Bon. Et c'est ici que le manuel est militant, et il est militant sur le fond. Parce que publié peu de temps après le bicentenaire de la Révolution, il milite pour rappeler précisément qu'il s'est passé quelque chose en 1789. Et que le mot révolution signifie quelque chose d'important, et c'est pas le retour aux origines. C'est l'autre sens de révolution. Sacha Guitry, quand on lui demandait quoi de neuf, répondait Molière. Dès qu'on croise un constitutionnaliste, il faut lui demander quoi de neuf, il doit répondre 1789. Voilà. Comme ça, les choses, c'est une évidence. Mais il faut rappeler que ce qui se joue donc en 1789, c'est l'avènement de la démocratie. J'adore l'expression qui est celle de Marcel Gauchet, qui a subi lui aussi l'influence du bicentenaire et qui a écrit des choses très bonnes en droit. La révolution des pouvoirs, la révolution des droits de l'homme. L'œuvre constitutionnelle des révolutionnaires, ici, c'est une genèse au sens biblique. C'est le commencement de quelque chose. C'est la naissance de quelque chose. Bon. Et c'est pour qu'on prenne très au sérieux la démocratie. C'est important en plus dans le débat, dans la crise, à mon avis, de la démocratie aujourd'hui. Et c'est la démocratie dans son sens le plus simple et que les étudiants comprennent parfaitement. C'est d'abord la démocratie politique. La souveraineté, elle traverse un acte le 17 juin 1789 du point de vue de sa substance. Elle est toujours absolue. Ça sera d'ailleurs le drame d'une loi absolue sous la Révolution française. Mais elle est complètement révolutionnée du point de vue de son support. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'on l'arrache au roi. Je le dis toujours à mes étudiants pour la porter vers un lieu vide. Alors j'aimerais bien savoir si Claude Lefort t'a influencé, tu me le diras tout à l'heure. On arrache la souveraineté au roi pour la porter vers un lieu vide, c'est-à-dire d'abord la nation, et puis en 1792, le peuple, qui sont deux abstractions. Bon. L'importance de la Révolution tient au fait qu'on désincarne, qu'on désincorpore la souveraineté au profit d'une abstraction. La démocratie, personne ne peut se l'approprier. Elle est semi-directe puisqu'elle s'exerce à temps par le biais de l'élection et de la représentation, mais elle ne peut pas être réincarnée. En tout cas, pas jusqu'en 1799. Bon. Mais le succès et l'actualité de la Révolution et donc de ce manuel qui pose la Révolution en jeunesse tient également au fait qu'elle pose d'emblée le second aspect de la démocratie, après la démocratie politique, c'est la démocratie des droits. Aucune démocratie ne peut mourir d'un excès de droit. Elle peut mourir d'un excès d'autorité, rarement d'un excès de droit, hein, l'autorité qui dévore la liberté. Le 26 août, donc, les droits abstraits et anhistoriques, qui sont une arme de guerre contre la société historique et inégalitaire d'Ancien Régime, les droits abstraits et anhistoriques sont posés au fondement du politique, suivant la logique du contrat social. Et il n'y a de légitimité au pouvoir, hein, pour faire John Locke, qu'à la condition de leur maintien, ce qui donnera le devoir d'insurrection en 1793, quand un gouvernement viole nos libertés et nos droits. Bon. Alors, que cette révolution, avec ces trois constitutions promulguées, ait échoué dans le court terme à faire fonctionner la démocratie représentative, nous importe peu, en fait. Pourquoi ? Parce que la Révolution a posé les bonnes questions. C'est pour ça qu'il faut y retourner comme à une école. Et donc la Révolution reste notre problème. Donc cet ouvrage, il a été créé à un moment, mais il est anhistorique en fait. Parce que la Révolution l'est par elle-même, anhistorique. Bon. Et elle mérite qu'on la réinterroge sans cesse, cette Révolution française. Notamment eu égard aux traditions qui vont immédiatement lui succéder entre 99 et 48. Parce que c'est en effet le plan, tu l'as rappelé ce matin, retenu par ton ouvrage, qui est très didactique, tradition révolutionnaire, tradition césarienne, et tradition parlementaire. Bon.
Et c'est ce mélange de ces trois traditions, c'est le chaudron des sorcières, on va pouvoir fabriquer toutes les autres constitutions à venir, en fait, derrière. Alors moi, je ne veux pas parler de la tradition parlementaire, on vient d'en parler. Je ne veux pas reparler de la tradition révolutionnaire, j'en ai dit tout le bien qu'il fallait en penser, parce que moi, je m'embarque, je veux dire, je préfère cette tradition d'autres traditions constitutionnelles, il ne faut pas se cacher. Après, j'accepte la critique et la contestation, mais je voudrais attirer l'attention sur le fait que l'ouvrage de Marcel Morabito, pour conclure avec le premier point, rompt avec l'historiographie ancienne en ceci: il ne nous présente pas le constitutionnalisme bonapartiste comme la conséquence logique du constitutionnalisme révolutionnaire. Et il a même tendance à en dresser un portrait extrêmement sévère, 1799 pouvant s'analyser comme une révolution contraire du point de vue du droit constitutionnel, précisément. Or, le modèle napoléonien est-il encore à l'œuvre aujourd'hui, dans ce qu'on appelait tout à l'heure le césarisme? Y a-t-il en France, notamment sous la Ve République, moi je crois que oui, une prégnance ou une emprise du modèle napoléonien au détriment de la tradition révolutionnaire? Et c'est le deuxième point, précisément. Cet ouvrage, il présente, c'est une des premières fois qu'on a une analyse du monocratisme napoléonien du point de vue juridique. En effet, et il faut insister, longtemps, là encore, il y a une question historiographique. Longtemps, l'historiographie a été complaisante, notamment sous la Ve République, à l'égard du premier régime napoléonien. Bon. Rappelez-vous, sous la Troisième République, c'était pas la même chose. Rappelez-vous Pierre Larousse, dans son dictionnaire, à la notice Bonaparte. Il n'y a pas de notice Napoléon dans le dictionnaire Larousse qui part en 1884, il y a une notice Bonaparte. Bonaparte, général républicain né en 1769, mort en 1804. Voilà. Voilà ce qu'on pensait du modèle napoléonien sous la Troisième République. Or, sous la Cinquième, évidemment, gaullisme, il y a une historiographie qui est complaisante. L'Institut Napoléon n'y est pas pour rien, malheureusement. Il y a une apologie de ce régime. Parce que cette historiographie, elle a été dupe ou pris pour argent comptant la fameuse proclamation des consuls du 24 Frimaire en 8, qui est une espèce de préambule à cette constitution. La phrase, tu la cites tout de suite, c'est la première phrase que tu cites. Voilà, citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé. Elle est finie au sens de parfaite. Bon, c'est faire croire, comme tu le soulignes, que le consulat s'inscrivait à la suite du républicanisme révolutionnaire, mais qu'il terminait le processus révolutionnaire. Et en constitutionnaliste rigoureux, tu émets évidemment des sérieuses réserves. Notamment, je citerai qu'une phrase. De là résulte l'ambiguïté fondamentale du régime, en italique. Parce qu'on sent que comment on qualifie cet ornithorynque constitutionnel qu'est la constitution de l'an 8. Ambiguïté fondamentale du régime qui utilise la démocratie en vue de fonder le pouvoir personnel. Alors comment les révolutionnaires, bon, certes ils étaient lassés par 10 ans de lutte des pouvoirs, pouvaient-ils accepter le retour à une réincarnation de la souveraineté, sachant qu'en juin 89, tout l'objet de la Révolution avait été de désincarner au profit de l'abstraction nationale ou populaire. Alors, la réponse, je vais en partie dire le bien que je pense justement de ton analyse, ajouter peut-être 2 ou 3 éléments, la réponse réside dans l'analyse des constitutions. Celle de Frimaire en 8 étant la matrice, c'est toi-même qui le dis, les 2 suivantes, les fameux Senatus Consultes, qui vont faire donc, j'espère, l'objet d'une excellente thèse. Les 2 suivantes, dans 10, en 12, ne faisons qu'aggraver le système, sachant qu'en vérité, depuis l'an 9, on est dans l'état d'exception constitutionnelle permanent, parce qu'on fait Senatus sur Senatus Consulte, il y en a des organiques, des législatifs, des constitutionnels, on invente en marchant, en fait, ou en renforçant le pouvoir, plutôt. Bon. Alors, la constitution consulaire pouvait donner l'illusion qu'elle consacrait une démocratie représentative. C'est d'ailleurs ce que dira Cabanis en 1799, qui deviendra pourtant un opposant. Cela tient au fait qu'elle maintient une trace de souveraineté populaire, de 2 points de vue. D'abord parce que la Constitution consacre le suffrage universel, et tu le dis bien, au lieu du suffrage censitaire. Elle peut donner ainsi l'illusion qu'elle est plus démocratique que l'était celle de l'an 3. Celle de l'an 3 et celle de l'an 8 définissent de la même façon la citoyenneté, mais le suffrage universel, lui, est directement établi dès l'article 2 de la Constitution de l'an 8, ce qui était très malin comme opération. Première chose. Les révolutionnaires pouvaient s'y retrouver. Ensuite, parce que l'usage du plébiscite, le fameux plébiscite, l'usage du plébiscite crée de façon profonde, parce qu'il y a ce passé napoléonien, crée de façon profonde l'illusion d'une légitimité démocratique. Bon. Comme les constitutions de 93 et 95, celle de Frimaire, elle est soumise à la ratification par le suffrage universel. Et les résultats, même s'ils sont falsifiés, ceux de l'an 8, sont très favorables, 3 millions de oui. C'est quand même impressionnant, ça assoit un régime. Bon.
Donc ça donne le sentiment qu'on est en souveraineté populaire. Bon, par ailleurs, la constitution de Frimaire donnait l'illusion qu'elle ne rompait pas avec la République. Or, la République, ce n'est pas forcément la démocratie. Là, on est en train de changer de registre. Mais c'était subtil. En effet, officiellement, le consulat prolonge l'an 1 de la République initiée en 1792. Pour preuve, le calendrier révolutionnaire, qui est une de mes vieilles obsessions, qui est ce par quoi la révolution advient, est conservé, alors évidemment à contre-cœur, surtout après le Concordat, jusqu'en 1806. Parce que la Constitution de 93, avec son calendrier révolutionnaire, elle constitue le temps aussi. Parce qu'il y a plusieurs constitutions. Et souvent, les constitutions civiles, temporelles, sociales, dépendent de la constitution politique. Je conclurai là-dessus. Donc pour flatter, en gros, la romanomania des anciens révolutionnaires, on maquille les nouvelles institutions de noms tirés de l'histoire républicaine romaine. Le pouvoir exécutif composé de consuls, la chambre qui débat, les tribuns, le pouvoir conservateur, vous savez tout ça, est un sénat. Tout cela est fort habile, car c'est ce qui va permettre de faire croire qu'une monarchie peut sauver la République, comme Auguste empereur sauva la République romaine. C'est ce qui permet de comprendre ce que moi j'appelle, devant mes étudiants, le chef-d'œuvre de surréalisme constitutionnel. La première fois qu'on a inventé le surréalisme en droit constitutionnel, c'est à l'article 1er de la Constitution de l'an 12. Non, écoutez bien quand même, je vous le rappelle, le gouvernement de la République est confié à un empereur, qui est donc un roi. On écrirait ça aujourd'hui, les CRS chargent. Bon, il était évident qu'avec le retour à cette souveraineté incarnée, comme en témoigne le sacre ridicule de Napoléon, la révolution n'était pas finie au sens de parfaite, elle était reniée en ses principes. C'est une contre-révolution. Je vais y insister maintenant. À la vérité, la démocratie, à savoir le régime représentatif, les droits fondements du politique, avaient été enterrés dès la Constitution de l'an 8. Qui ne fait que consacrer un monocratisme, j'adore cette expression de le monoïcratia, le pouvoir d'un seul. Bon, la chose est connue, mais je veux y insister comme tu y insistes. D'abord, la souveraineté populaire est un leurre. Le suffrage universel subit une épuration, 3 degrés, ne conduit jamais à désigner des députés, choisis par le Sénat, qui lui-même n'est pas élu, mais coopté. On n'est jamais mieux servi que par les amis. Non. Le suffrage universel est instrumentalisé par les plébiscites. Il ne s'agit pas pour les citoyens de désigner ceux qui vont écrire la Constitution, mais de leur demander si oui ou non ils acceptent la prééminence du pouvoir exécutif nommé et réincarné. Il s'appelle Napoléon Bonaparte, il a un beau chapeau et il revient d'Égypte. Bon, c'est la réincarnation du pouvoir. C'est le contraire de l'idéal démocratique qui est le lieu vide du pouvoir. Bon, en plus cet exécutif, il n'est même pas élu, il est nommé. Alors, et en plus mal nommé. On devait les faire nommer par le Sénat, et puis Bonaparte a dû se dire, oh là, il y a un risque, donc je vais écrire dans l'article 39 que les 3 premiers seront moi, Cambacérès et Lebrun, pardon. Collégialité pour rassurer les révolutionnaires, fausse collégialité, tu le dis très bien. Le premier consul a des attributions particulières, j'aime beaucoup cet euphémisme de la Constitution de l'an 8. En effet, il promulgue, il ratifie, et donc en vérité, lui seul a l'initiative des lois, les autres ne donnent que leur avis. Bon. Rappelons aussi que la Révolution est reniée en ses idéaux dans la mesure où cet exécutif non élu dispose de l'essentiel de la souveraineté. C'est là où est la grande bascule. Bon, c'est lui qui propose exclusivement les projets de loi sans que ça soit écrit. Au moins, dans la charte, ça s'est écrit, le roi propose la loi. Ils n'osent même pas l'écrire dans la Constitution de l'an 8. Bon. Or, on le sait par le Conseil d'État, en fait, que c'est le gouvernement qui propose la loi. Principe que n'aurait jamais pu, évidemment, admettre le constitutionnalisme révolutionnaire au nom d'une prééminence du corps législatif sur un exécutif nommé. Cet exécutif change d'ailleurs de nom. Et c'est une des modernités de la Constitution de l'an 8 sur lesquelles on n'insiste jamais assez. Cet exécutif, cette puissance exécutive ou ce pouvoir exécutif se nomme pour la première fois officiellement gouvernement. Ils osent franchir le Rubicon. Ils y pensaient, notamment depuis le Directoire. Bon, pourquoi gouvernement? Pour signifier qu'il ne se contente plus de ratifier, promulguer, faire exécuter les lois votées par les élus. Il doit sortir de ce carcan, l'exécutif. Ensuite, parce qu'il doit pouvoir exercer un volontarisme juridique que lui déniaient les constitutions révolutionnaires. Non. Et c'est quoi ce volontarisme juridique? C'est essentiellement le pouvoir réglementaire, qui est vraiment enfin écrit noir sur blanc, parce que c'est ambigu dans la Constitution de l'an 3. Ce pouvoir, au moins il est clair, le pouvoir réglementaire dans la Constitution de Frimaire. Or, moi je voudrais insister sur une chose, et je le dis toujours aux étudiants, ce pouvoir réglementaire est tout sauf une évidence ou une nécessité.
en droit constitutionnel. Il n'y avait pas de nécessité au pouvoir réglementaire. C'est un sujet même d'étonnement, le pouvoir réglementaire, au regard du projet de 1789 et du gouvernement par les lois et de la procédure du référé législatif. Si une loi n'est pas claire, la loi elle doit tout régler. Si elle n'est pas claire, on la renvoie aux députés qui peuvent l'interpréter et ils vont voter ce qu'on appelait d'ailleurs des décrets. Et ils vont eux-mêmes interpréter les lois. Et ça a marché très bien, parce que ça a marché sous la Révolution française, contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement à la légende noire forgée sous le consulat, notamment d'une anarchie révolutionnaire. Bon, c'est d'autant plus un sujet d'étonnement que ce pouvoir réglementaire s'exerce par le biais d'un organe exécutif, alors vous m'excuserez, il faut que j'en parle, qui est une chambre qui n'ose pas avouer son nom. Je veux parler ici du Conseil d'État, créé par la Constitution de l'an 8. À défaut de légitimité démocratique, le consulat est très moderne parce qu'il cherche la légitimité technocratique. Il gouverne avec des conseils, un peu comme Emmanuel Macron pendant le Covid. Il faut des spécialistes. Napoléon Bonaparte a inventé cette nouvelle façon de faire, qui est un peu la tradition monarchique aussi, d'aller gouverner en conseils spécialisés. Et le Conseil d'État, à lui seul, dit ce que le consulat a de contraire au régime démocratique. Non, il faut le dire, parce que le Conseil d'État, il a toujours forte prérogative aujourd'hui. Ce conseil, qui porte le même nom que l'ancien Conseil du Roi, est évidemment nommé par le premier consul, vous le savez, qu'il préside, et contrairement au principe révolutionnaire d'une séparation à minima des pouvoirs, il mélange les trois pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. Il annonçait donc en lui-même, dès l'an 8, une forme de contre-révolution. Il chapeaute toute l'administration, il domine les ministres, il prépare les règlements d'administration publique, ça c'est le parti pouvoir exécutif, et il rédige les projets de loi du gouvernement. Et c'est là qu'on comprend que seul le gouvernement a l'initiative de la loi. Ce qui veut dire qu'un organe non élu dispose de cette prérogative essentielle qui, en démocratie révolutionnaire, ne pouvait être que le fait des élus de la nation. La révolution est morte, elle n'est pas finie, elle est morte. C'est une contre-révolution, mais qui joue encore beaucoup. Or, c'est un fait connu, je ne parle même pas des pauvres organes législatifs qui ne servent que de caution. Après la suppression du tribunat en 1807, alors dans l'histoire, je fais une parenthèse, en 2017, il fallait faire une réforme des institutions, diminuer le nombre d'élus. Il n'y a qu'un seul précédent, dans ma connaissance, c'est le tribunat, dans l'histoire constitutionnelle. Personne s'en est alerté. On supprime donc cette assemblée de Bavard qui est le tribunat en 1807, et après 1807, Napoléon ne convoque presque plus le tribunat. Ce qui veut dire qu'il gouverne par décrets impériaux, parce qu'ils sont devenus des décrets impériaux, les règlements d'administration. Il gouverne par décrets impériaux en Conseil d'État, n'hésitant pas à violer tous les principes, puisque les décrets créent notamment des infractions pénales, des juridictions spéciales, ce que le Sénat, écoutant enfin son courage, au bout de 14 ans, lui rappellera en avril 1814, en motivant la déchéance par une violation précisément de la Constitution. Alors, on ne peut pas prendre des règlements en matière pénale. Bon. Alors, tout cela, toute cette révolution tuée, en fait, cette contre-révolution n'était-il pas évident, et là je vais faire un appel, c'est pour réveiller Julien Constantin, voilà, un appel au doctorant qui est au fond de l'amphithéâtre, tout ça n'était-il pas évident par la façon même dont la Constitution de l'an 8 advient. Bon, je ne veux pas parler ici du coup d'État, on s'en fiche, le directoire aussi on avait fait des coups d'État, c'est pas le coup d'État qui fait un régime autoritaire, mais la question passionnante du pouvoir constituant. Le constat est le suivant dans la tradition constitutionnelle inaugurée en 89. En présence d'une assemblée constituante élue, la Constitution accorde la prééminence à l'organe législatif élu. Lorsque la Constitution, bizarrement, est rédigée par des experts non élus, la Constitution accorde, très curieusement, c'est sans doute un hasard, la prééminence à un exécutif nommé. D'où le fait que j'avais proposé à un étudiant ici qui va bientôt soutenir cette thèse, de travailler sur constituer sans constituante. Et le lien entre la souveraineté, ou l'exercice de la souveraineté, et la façon dont on rédige la Constitution. Or, la Constitution de Frimaire d'an 8, elle est très moderne, de ce point de vue-là. Elle est très moderne. Par la façon dont elle a été rédigée, elle inaugure une tradition, précisément, qui est celle-là, celle d'une hégémonie du pouvoir exécutif. Or, le sujet semble tabou. Aucune thèse en droit n'avait osé aborder le problème. Autant les assemblées constituantes, elles ont fait couler des litres d'encre, autant la rédaction des constitutions sans constituantes sont couvertes d'un voile pudique. Parce qu'évidemment, la Ve République sera sévèrement jugée. Ça, j'en mets ma main coupée. Elle est mal née, la Ve République. Elle est dans la tradition bonapartiste, au moins de ce point de vue-là, du pouvoir constituant de cette assemblée d'experts qui donne le pouvoir à l'exécutif. Bon, or, je vais conclure, je vous rassure. Cette question du pouvoir constituant sans constituante n'est pourtant pas dénuée d'intérêt au regard de la question lourde de la démocratie des droits. Bon. Après 3 déclarations rédigées par des constituantes, la Constitution de l'an 8 inaugure la tradition des constitutions sans déclaration.
Non pas que les droits aient disparu, hein, faut pas aller jusque-là, mais ils sont déclassés, comme en témoigne la fameuse proclamation des consuls en 8. Alors là, on la cite beaucoup moins, cette phrase, c'est la fin de la proclamation des consuls. Je cite, « Les pouvoirs qu'elle institue, la Constitution, seront forts et stables, tels qu'ils doivent être pour garantir les droits des citoyens et les intérêts de l'État. » Alors, soit dit en passant, c'est la définition du droit administratif donnée dès l'an 8, les intérêts de l'État et les droits des citoyens, sachant que le rapport va être un peu inégalitaire entre les deux. Bon, pour revenir aussi à mes marottes, qu'est-ce que l'État? Il y a le mot État dans cette proclamation. Qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que l'intérêt de l'État? Et c'est ici aussi que la Constitution de l'an 8 est encore notre actualité. Sur les ruines du constitutionnalisme révolutionnaire, elle invente les intérêts de l'État comme évidemment supérieurs à nos droits. L'État, cette anomalie de droit constitutionnel, est consacrée, heureusement, il n'y a pas le mot État dans celle de la Ve République, qui encore tient à la tradition révolutionnaire de ce point de vue-là. Bon. L'État, anomalie de droit constitutionnel. Il est consacré. Et il est consacré dans le sillage d'une prééminence du pouvoir exécutif, essentiellement monocratique. Pour preuve, on parlera de chef de l'État. Je voulais faire ce clin d'œil, puisque tu es le seul à avoir écrit un ouvrage sérieux sur le sujet. La formule, je ne t'apprends rien, elle est consacrée pour Louis XVIII par l'article 14 de la Charte. Il est le premier chef de l'État qui rend des ordonnances pour la sûreté de l'État. Ce sont des obsédés de l'État dans la Charte. Mais c'est normal, il faut affirmer la prérogative royale donc du pouvoir exécutif et pouvoir gouverner sans chambre. Or, et elle est réitérée, l'expression chef de l'État, au profit de Louis-Napoléon Bonaparte, à l'article 6 de la Constitution de 1852, et ensuite elle disparaît, bon, sauf maréchal, premier acte constitutionnel, donc ça devrait nous inquiéter quand même, l'expression État. Et pourtant, on continue toujours aujourd'hui de parler de chef de l'État au sujet du président de la République. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on est dans la prééminence de l'exécutif et dans la prégnance du modèle napoléonien, me semble-t-il. D'abord parce que pour l'imaginaire collectif, et qui date de la Constitution de l'an 8, l'État forme la société. Pour reprendre l'expression du premier cours de droit administratif de Paris-de-Loise de 1808, c'est la première page, il dit « l'État forme une société ». Voilà quel est le programme de l'enseignement du droit public en 1808. Après 10 ans d'instabilité révolutionnaire, de déchirement du tissu social, du moins c'est comme ça que c'est ressenti, on a besoin de recomposer la société. Foucault dira, il faut sauver la société. Bon. Ensuite, et par voie de conséquence, et ça sera ma conclusion, la constitution monocratique et monarchique de l'an 8 conditionne les constitutions civiles et administratives. Furet disait la constitution politique, c'est la part non durable, les autres constitutions, ça va être la part durable. Mais il n'y aurait pas eu de constitution civile et administrative durable sans cette constitution monocratique dont tout le monde pensait qu'elle allait durer au moment où on l'a rédigée. La constitution civile et administrative sont à l'image du monocratisme de la constitution politique. Dans le code civil, c'est la famille patriarcale avec un seul l'homme qui a seul la capacité juridique, la femme et les enfants redeviennent incapables comme sous l'Ancien Régime, et la constitution administrative, je n'ai pas besoin d'y insister, c'est l'administration élue qui cède à l'administration nommée, et c'est le préfet empereur au petit pied. Voilà. C'est la chaîne d'exécution qui doit descendre du chef de l'État jusqu'à l'administré avec la rapidité du fluide électrique. Donc c'est le rêve du plus grand autoritarisme possible, mais sans la constitution, c'est impossible. C'est la constitution mise en musique, mise en constitution administrative. De même que le code civil, c'est la constitution mise en constitution civile. En fait, il y a un lien direct. Bon. La force du gouvernement, donc, que cherchait cette constitution, c'est aussi la gouvernabilité d'une société, qui est donc jugée dangereuse, et à recomposer. Je vous remercie de votre attention.